Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 4e de couverture. Collection Afrique et développement. Collection Afrique et développement. Dirigé par Sarriette et Paul Batibonac. La succession des périodes laisse transparaître des marqueurs diversiformes dans la trajectoire des peuples. Des versions de l'histoire convergent vers une possibilité de positionnement des pays africains pour un avenir radieux. Afrique, berceau de l'humanité, mer nourricière, terre des mystères, univers des civilisations, ce macrocosme invite à s'intéresser aussi à la pluralité culturelle, à la diversité socio-économique, à la richesse environnementale et aux patrimoines exponentiels. Ces nombreux potentiels agrémentent le décor de la quasi-totalité des pays, notamment autour des ressources. L'Afrique est aussi traversée par des crises et de multicrises. Par-dessus tout ce contexte ayant nourri toutes sortes d'afro-pessimisme, l'Union africaine fédère les États et les peuples derrière l'idée d'un continent sans armes, une Afrique unie, respectée et prospère. Aussi, ce momentum focalise-t-il notre regard militant sur l'Afrique des possibles. Cette posture incline à décrypter ces situations conflictuelles comme opportunités de décollage, carburant de l'action politique et moteur de développement. Pour y parvenir, la pensée occupe une place de choix. L'Afrique, berceau de la science, aujourd'hui revendique la science et demande que la science reprenne la place qui est la sienne dans son développement, principal leitmotiv de cette collection. Dernière parution de l'auteur. Dernière parution de l'auteur. Sarriette et Paul Batibonac, Marché médiatique de la guérison divine au Cameroun, Paris, L'Harmattan 2017, 234 p. Sarriette et Paul Batibonac, Nouveau thérapeute au Cameroun, ouvrage collectif, Douala, édition Cheikh Anta Diop, 2017, 328 p. Paul Batibonac, Une diplomatie au service de l'émergence du Cameroun, Paris, L'Harmattan 2018, 348 p. Paul et Sarriette Batibonac, Le développement autrement, Craquelure localisée du développement au Cameroun, édition Cheikh Anta Diop, 2018, 426 p. Patrice Paimi, Sarriette et Paul Batibonac Le financement du religieux chrétien au Cameroun, ouvrage collectif, Douala, édition Cheikh Anta Diop, collection Dynamiques économiques et développement, 2018, 255 pages. Sarriette et Paul Batibonac, De l'émergence du Cameroun en question, ouvrage collectif, Yaoundé, Poupa 2018, 259 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Revue africaniste interdisciplinaire RED, numéro 1, 3e trimestre, Yaoundé, édition Mon Ange 2018, 200 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Revue africaniste interdisciplinaire RED, numéro 2, 4e trimestre, Yaoundé, édition Mon Ange 2018, 200 p. Frédéric Focat-Tafo, Sarriette et Paul Batibonac, Église et droits de l'homme en Afrique centrale, Yaoundé, Mon Ange 2019, 200 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Revue africaniste interdisciplinaire RED, numéro 3, 1er trimestre, Yaoundé, Mon Ange 2019, 200 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Le Cameroun et ses anciennes puissances tutélaires, Yaoundé, Mon Ange 2019, 200 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Revue africaniste interdisciplinaire RED, numéro 4, 2er trimestre, Yaoundé, Mon Ange 2019, 200 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Revue africaniste interdisciplinaire RED, numéro 5, 3e trimestre, Yaoundé, Mon Ange 2019, 200 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Revue africaniste interdisciplinaire RED, numéro 6, 3e trimestre, Yaoundé, Mon Ange 2019, 200 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Conjecture autour des marginalités, Yaoundé, Mon Ange 2019, 200 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Revue africaniste interdisciplinaire RED, numéro 7, numéro spécial, 3e trimestre, Yaoundé, Mon Ange 2019, 200 p. Sarriette et Paul Batibonac édition, Indépendance inachevée en Afrique. Rémanence de la tutélisation, Yaoundé, Mon Ange 2019, 200 p. Dédicace aux Africains qui célébreront le statut d'indépendance complète de l'Afrique. Exergue. Les opinions exprimées dans ces articles n'engagent que la responsabilité des auteurs.
The opinion expressed are those of the authors. Comité de lecture. Comité de lecture. Reading Committee. Paul Batibonak Credis et SED. Sarriet Batibonak Credis, SED et UEC. Marc-Antoine Bata Credis. Luc Bulundwe, Université de Genève. Kevin Djinsu, Université de Yaoundé 2. Sandra KAFFO, Hochschule Fulda, Allemagne et Université Paris-Sud, France. Martial Ndika, Université Paris-Descartes. Josiane Toussedjou, Université de Yaoundé. 2. Jean-Christian YOUMBA, Université catholique d'Afrique centrale. Comité scientifique. Scientific Committee. Professeur François Akabédia, Économie sociale, Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Professeur Sarriet Batibonak, Anthropologie, Sociologie, Université évangélique du Cameroun, Yaoundé, Cameroun. Professeur Jacques Chatuet, Philosophie épistémologie, Université de Tchang, Cameroun. Professeur Chandel Balé, Psychologie, Université de Yaoundé, Yaoundé, Cameroun. Professeur Nadine Machikaou, Sciences politiques, Université de Yaoundé 2, Cameroun. Professeur Honoré MIMCHE, Sociologie, Démographie, Université de Yaoundé 2, Cameroun. Professeur Jean NZHIENGONO, Sociologie, Anthropologie, Université de Yaoundé, Cameroun. Professeur Gérard TCHOUASSI, Économie, Genre, Université de Yaoundé 2, Cameroun. Professeur Anastasie MASANGAMAPONDA, Sciences religieuses, Théologie, Université Kassavubu, Boma, RD Congo. Professeur Brice Arsène MANKOU, Institut universitaire de Brazzaville, Congo et Université du littoral Côte d'Opale de Dunkerque, Institut universitaire et technologie Saint-Omer, France. Sommaire. Avant-propos. Introduction. Encore un effort pour une indépendance complète. Sarriet et Paul Batibonak. De la responsabilité de la SDN et de l'ONU dans les indépendances africaines. Les conflits de décolonisation en Afrique. Élément d'explication d'une impuissance de l'ONU. Bakary Traoré. La géopolitique onusienne du découpage électoral du plébiscite des 11 et 12 février 1961. Au Cameroun. Yvan ISSEKIN. L'ONU et la stratégie bottom-up de solidarité et d'unité pour l'autodétermination et la stabilité politique au Cameroun, 1945 à 1996, Charlie Ndiaye Fopa. L'UPC et le procès de l'indépendance du Cameroun à l'ONU, 1949 à 1959, Gilda Sigor NOUMBOUTETAM Monster Ferdinand KOUEKAM. Légende, héros et acteurs méconnus de la résistance coloniale et de la décolonisation. Les enjeux de l'activisme des chefs de l'ancien district de Bangou-Baham, dans la mouvance nationaliste Ferdinand Martial Nana. L'antagonisme entre le pouvoir colonial français et la société secrète NGE accent aigu, dans la subdivision de Ngambé de 1949 à 1960 Roland EYIKE. Léon Mba, le héros de l'indépendance du Gabon, 1922 à 1960. Clotaire Messiminang. Figure du nationalisme, et force diffuse endogène contre l'envahissement. Des légendes, héros et acteurs de la décolonisation dans la région de l'Est Cameroun. Cas de Minjala alias Lomi, Ekul, Nkat, Doulouk et Menkwes alias Zok Aduma Pierre Francis Mepongo Fouda. Figure charismatique et syncrétisme idéologique, comme fondement de décolonisation du Congo de 1921 à 1960 Martin Paris VOUNOU. Takfarina, ou le symbole d'une remise en cause de l'ordre colonial par les Africains depuis l'Antiquité, 17 à 24 après Jésus-Christ, Eliane Boundja. Les artifices de la perpétuation du joug colonial en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, 1960 à 2010, Thomas Magloire Ntagné. Liste des auteurs. Annexe. Summary. Forward. Introduction. Still en effort for a complete independence. Sarriet et Paul Batibonak.
Responsibility of the League of Nations and the UN in African Independence. Decolonization Conflict in Africa. Explanations of Powerlessness Bakary Traoré. The UN Geopolitics of the Electoral Division of the Plebiscite of February 11 and 12, 1961 in Cameroon Yvan ISSEKIN. An Assistance to Bottom-up Strategies of Self-Determination, Unity and Political Stability in Cameroon, 1945 à 1996, Charlie Ndia Pays FOPA. UPC and Cameroon's Independence Trial, at the 1, 1949 à 1959, Gilda Sigor NOUMBOUTETAM Démonstre Ferdinand KOUEKAM. Legends, Heroes and Unknown Actors of Resistance and Decolonization. The Stakes of Activism of the Leader of the Formé District of Bangou Baham, in the Nationalist Movement Ferdinand Martial Nana. The Antagonism between the French colonial power and the Secret Society in the Ngambé Subdivision from 1949 to 1960 Roland EYIKE. Léon Mba, The Hero of the Independence of Gabon, 1922 à 1960 Clotaire Messi Minang. Figure of Nationalism and Endegnou Diffuse Force Again Invasion. Legends, Heroes and Actors of Decolonization in the Region of East Cameroon. Case of Minjala alias Lomi, Ekul, Enkat, Doulouk and Menkwes alias Zok Aduma Pierre-Francis Mepongo Fouda. Figure and Ideological Syncretism a Foundations of Congolese Decolonization, from 1921 to 1960 Martin Paris VOUNOU. Takfarina, or the Symbol of a Questioning of the Colonial Order by the Africans since Ancient Times, 17 à 24 AD, Eliane BOUENDJA. The Artifice of the Perpetuation of the Colonial Yoke in Central Africa and in the Great Lakes Region, 1960 à 2010, Thomas Magloire-Ntagné. List of authors. Annexe. Avant-propos, forward. Les luttes pour les indépendances semblent se poursuivre de moult manières en même temps que la sophistication des stratégies de lapidification du précaré n'a pas faibli. Autant la signature de la Charte de l'Atlantique a ouvert la voie à la liberté pour tous, autant les puissances perdantes dans cette nouvelle séquence de l'histoire ont assimilé cette donne comme déclaration de guerre contre leurs intérêts. À travers plusieurs initiatives, associations et soutiens croisés, la dépendance des peuples coloniaux a changé de statut sans changer de substance ni de trajectoire. Les conclusions auxquelles sont parvenus les contributeurs à cet ouvrage rappellent le chemin parcouru et précisent les chaînons manquants pour réaliser l'objectif premier de l'Organisation des Nations Unies, précisément en ce qui concerne le destin de ces peuples dont les États découvrent la scène internationale en 1960 pour la plupart. La jeunesse de ces États voudra-t-elle se satisfaire des premiers combats des pères fondateurs? Ou s'emploiera-t-elle à faire un audit de la situation de manière à évaluer l'incomplétude afin de mener l'action conséquente? Tel est le défi lancé aux dirigeants africains du XXIe siècle. Ce travail n'aurait pas été mené jusqu'au bout sans le soutien des chercheurs du Centre de recherche d'études diplomatiques internationales et stratégiques, CREDIS, les membres de Savoir et Développement, SED, ainsi que l'équipe des éditions Mon Ange supervisée par Professeur Sarriette Batibonac. L'appui de tous les membres du comité scientifique et l'ensemble des évaluateurs, de même que la ténacité des auteurs, ont été d'un apport indéniable. Depuis quelques années, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC, n'a cessé de favoriser la réflexion et le débat de haut niveau sur les thématiques qui rentrent dans le cadre de son mandat. À cet égard, ses directeurs successifs ont été d'un appui inestimable. Dr Pierre-Emmanuel Tabi et Dr Salomon Es se sont particulièrement distingués. Dans un autre registre, la contribution d'un autre groupe de personnes a été jugée précieuse. Il s'agit entre autres de Mathurin Bakoto, Arlette Kono, Laurent Tchandéou, Michel-Auguste Atangana, Shimoun Omar, Louis-Marie Magloire Nkoum Menetseni, Abanchaim Limangana, Gladys Mataminang, Joseph Ndinda, Raphaël Batengen Assil, Alain Richard Ndoum, Aïcha Gambo Aman, Yves-Marc Medjo et Rachel Item. Par ailleurs, les personnes suivantes méritent des apostrophes. Être spécialement remerciées. Professeur Jacques Chatué, Professeur Emmanuel Tchungchua, Professeur Bouba Mbima, Professeur Daniel Abois, Professeur Célestin Tagou,
Professeur Mathias Eriko Wonangwini, Professeur Kwasi Yao, Jean-Célestin Issequin, Ndeomba Olga Gisèle Tianchekukam, Odile Siwe, Anne Kwamou, Dieudonné Ketchat, Odette Meninfoka, Pierre Mepongo, Alfred Manabello, John Peter Kuo, Evelyne Inimbe, Alain Roger Pega, Sekline Siliki Melolo, Madeleine Seguois, Jeanne Marthe et Nicaise Chocoté, Grace et Apollos Seguois, Suzy et Calvin Yamen, Marie-Madeleine Jean-Baptiste. Yaoundé, le 10 novembre 2019. Professeur Paul Bati Bonak. Introduction. Encore un effort pour une indépendance complète. Introduction. Still en effort for a complete independence, Sarriette et Paul Bati Bonak. Centre de recherche d'études diplomatiques internationales et stratégiques, CREDIS, et savoir et développement, SED, Yaoundé, Cameroun. Suite à 3 décennies d'actions menées par l'Organisation des Nations Unies, ONU, et à quelques mois de la fin de la 3e décennie internationale sur le colonialisme, 2011 à 2020, il s'impose encore le constat suivant lequel le colonialisme continue de défier l'intelligence humaine et la volonté des membres de l'Organisation mondiale. Délégitimé depuis le 14 août 1941 par la Charte de l'Atlantique, 3, rendu contraire au droit international 4 plus tard par la Charte de l'ONU, article 1, al. 2, et qualifié de crime contre l'humanité depuis 1966, RE accent aigu S. A 2184, 21, RE accent aigu S. A 2270, 22, 4, il se pose encore la question de la survivance de la guerre coloniale. En effet, au terme de la résolution 1514-15 de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960, non seulement les membres de l'ONU ont reconnu que les peuples du monde souhaitent ardemment la fin du colonialisme dans toutes ses manifestations, préambule, mais bien plus, ils avaient décidé qu'il sera mis fin à toute action armée et à toute mesure de répression de quelque sorte elle soit dirigée contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance complète, et l'intégrité de leur territoire national sera respectée, Ibidem, 4. Comment comprendre les atermoiements des membres de l'ONU dans la mise en œuvre de ces résolutions visant à mener les peuples coloniaux à cette indépendance complète? Pourtant, obligation est faite à tous les États d'observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente déclaration sur la base de l'égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples. Ibidem, 7. La réalité sus-décrite rend compte des ambivalences dans le comportement des différentes parties impliquées dans le colonialisme, et à l'œuvre autour des indépendances dans le monde en général et des indépendances africaines en particulier. Les pays regroupés au sein de l'ONU ont été parfois impuissants et inconséquents face aux réalités coloniales. Cette inconséquence des membres renseigne sur leur posture de juge et partie. Dans cet entre-deux situationnel, les membres de l'ONU n'ont pu objectivement appliquer les règles. Observés depuis l'ère de la Société des Nations, SDN, ces biais se reproduisent sans discontinuer dans le contexte onusien. On se retrouve au cœur des jeux de rôles incohérents qui masquent mal les enjeux. Cela n'a pas manqué d'activer la veille épistémologique des auteurs du présent ouvrage. L'impuissance de l'ONU est constatée dans certains territoires. Cette organisation s'est vue marginalisée dans des processus d'autodétermination dont elle a formulé le principe et engagé l'opérationnalisation. Dans la même veine, sont évoquées les limites des processus préparatoires au vote référendaire d'autodétermination sur des territoires reconnus comme le Cameroun. Dans cet espace géographique, perdurent les conséquences de ces situations sous le couvert de ce qui est entendu comme le problème de l'anglophonie au Cameroun, Bati Bonak et Bati Bonak, 2019. Des stratégies externes sont encadrées par l'ONU et rejoignent les élans internes. Éducation, coopération et émancipation sont mobilisés pour servir de support pour la libération totale des territoires à tout prix. Les cordes nationalistes se mettent à contribution pour cerner les meilleurs angles par lesquels transiter, pour parvenir aux indépendances totales. Les leaders de l'Union des populations du Cameroun, UPC, ont milité au-delà des frontières nationales. Ils ont travaillé à internationaliser les problèmes de domination,
et leur engagement dépassait largement les frontières nationales pour s'étendre à l'ensemble du continent. Les instances internationales sont saisies au cours de sessions ordinaires et par l'entregent de ces upécistes qui se faisaient remarquer pour leur bravoure, leur fibre panafricaniste et pour leur témérité. Les chefferies locales se sont prêtées au jeu de ce combat pour les indépendances, au point d'enrôler les différentes couches de la population. On enregistre des chefs locaux martyrs à cause de leur détermination à ne pas baisser les bras. Dans des élans de délivrance à tout prix, des forces de résistance se sont servies des pouvoirs dits mystiques, taxés de folklore ou de traditionnel. La rencontre entre les cultures occidentales et africaines a entraîné des marques de déculturation contre lesquelles s'insurgent les garants de la tradition. La société NGE accent aigu chez les Bassa du Cameroun exemplifie ce pôle de dénonciation déculturalisé. Plusieurs héros furent exposés, Léomba, Ruben Umniobe, Ernest Wandier, Minjala, Ekul, Nkat, Doulou Kemenkwes, Simon Kimbangu, André Grenard Matswa, Lassie Zéphirin, Jean-Félix Chikaya, Jacques Opango, Fulbert Youlou, etc. Les oppositions enregistrées par ces figures ont parfois été ignorées de l'histoire. Ces leaders sont des élites, des intellectuels, des chefs de file, des chefs locaux, des représentants des partis politiques, des illuminés des groupes religieux. À cette époque, leurs batailles se ressemblent à travers les modes opératoires particuliers, mais toujours en lien avec les objectifs de libération. Messianisme, syncrétisme, nationalisme riment en tandem pour converger vers un but commun. Il s'agit de chercher à parvenir, à des prix incalculables, à l'indépendance des territoires colonisés. En scrutant l'histoire, il appert que les Africains ont été colonisés à diverses périodes. L'Empire romain est présenté comme une forme de colon des peuples africains des années 17 à 24 après Jésus-Christ. Bien que le terme colon semble anachronique par rapport à la période évoquée, il ressort la réalité décrite sous forme d'envahissement, de possession des biens et de privation de liberté des individus sous emprise extérieure. La conclusion révèle que les Africains ont toujours résisté à la domination externe. En Numidie, les Moussoulams ont combattu sous la conduite de cette figure dénommée Takfarina. Les luttes acharnées ont défié l'empereur romain de la période étudiée par Eliane Buendia. Les habitants de ce continent n'ont jamais supporté depuis l'Antiquité, et ne supportent pas non plus au XXIe siècle, les règnes de l'envahissement, de l'enfermement et de la privation par les acteurs étrangers. La contribution de Thomas Magloire-Tanier démontre comment malheureusement, cette domination persiste. Mais aussi, cette lutte pour la libération reste permanente dans les territoires encore occupés à l'orée 2020. Durant les prises de position pour se défaire des liens coloniaux, se dégagent des forces diverses. Les peuples sous tutelle, sous mandat ou colonisés s'insurgent contre la prise de leur territoire. Les résistances sont acharnées et accompagnées des conflits armés, diffus ou latents. L'accaparement des possessions est dénoncé par des locaux. On conclut à une origine interne de la volonté de se débarrasser des colonisateurs. À cette dynamique endogène, viennent se greffer les interventions exogènes, celles des organisations telles que la SDN, l'ONU et celles des instigateurs de l'internationalisation des problèmes de la colonisation, portée par le couple américano-soviétique. La double dynamique endogène et exogène est donc présentée comme les pressions internationales et nationalistes. La résistance interne n'a pas attendu les Nations Unies pour s'ériger. En revanche, cette pression interne, insuffisante pour remporter la victoire, a eu besoin de la pression internationale pour parvenir à des résultats significatifs. L'avènement de l'ONU en 1945 a apporté une lueur d'espoir dans les cœurs des jeunes États, en quête d'indépendance ou nouvellement proclamés autonomes. Cette organisation arrive dans un contexte où les luttes et la violence sont les principaux mots d'ordre en Afrique, avec en grande ligne le combat pour la liberté. En Afrique septentrionale et portugaise, les Nations Unies vont essuyer des défaites farouches qui maintiendront les États sous le joug colonial. La contribution de Bakary Traoré tente de ressortir les éléments qui ont été à l'origine de l'impuissance de l'ONU. Selon le constat, elle est victime de ses propres lois et du respect du principe de l'inviolabilité de la souveraineté des États. Ce principe a permis à la France, grâce à son veto, d'influencer à plus d'un titre les décisions que pouvait prendre le Conseil de sécurité. Par conséquent,
Les résolutions concernant l'avancée des États vers l'autodétermination ne pouvaient connaître de résultats significatifs. En s'appuyant sur les sources extraites des tiroirs de l'ONU, l'auteur se charge de montrer comment les organisations internationales comme l'ONU sont à la solde des grandes puissances et demeurent incapables de prendre la moindre décision. Ce point est essentiel pour remettre en cause les indépendances nominales de certains États, ou de s'interroger sur le retard que connaissent d'autres territoires, à l'instar du Sahara occidental. Le Cameroun fait partie des territoires ayant connu une histoire mouvementée avec des pages exceptionnelles, y compris une décolonisation confisquée, Michel, 1999. Entre la colonisation allemande et la réunification, ce pays a expérimenté des statuts particuliers faisant de lui un territoire ambigu. À l'heure où les débats des années 2010 vont dans le sens des revendications sécessionnistes et de partition du pays, il est utile de réinterroger l'histoire et de tenter de comprendre les mobiles de ces révoltes. Comme chaque territoire africain, la volonté d'autonomie a été marquée par une période agitée de décolonisation avec la naissance de ce qu'il convient d'appeler le nationalisme. Malgré la proclamation de l'indépendance en 1960, le Cameroun reste secoué par une conséquence de sa mise sous tutelle des Nations Unies, la partition du pays en deux blocs, la partie orientale et la partie occidentale. Moult conflits vont naître en attendant la formule magique du plébiscite initié par l'ONU, qui a permis d'atteindre le cap de la réunification en 1972. Par une analyse approfondie, Charlie Ndiapi Fopa procède, via un exercice de rémanence mémorielle pour montrer les voies qui ont souvent conduit à la paix au Cameroun. La consultation du peuple est le recours ultime pour une réelle stabilité. Par conséquent, il y a lieu de faire parler le peuple et d'en tirer les conséquences. Pour rester en paix, encourager la paix, avoir la paix, des références de paix et sécurité sont convoquées afin d'inviter les parties en conflit à épouser la paix. La démarche onusienne pour la paix ne s'écarte pas de la vision du peuple. En clair, la réelle stabilité était dictée par le peuple. La crise dans les régions anglophones du Cameroun depuis 2016 est un mobile assez intéressant pour conduire des analyses et des réflexions. Au regard des revendications des populations de ces deux régions, nord-ouest et sud-ouest camerounais, il a semblé nécessaire, selon Yvan Issequin, de rentrer dans les origines de l'unification du Cameroun au lendemain des indépendances. La victoire du oui, lors du plébiscite de février 1961 a été entachée de plusieurs irrégularités, Footsop et Ndongmo, 2019. À partir d'une stratégie de construction de consensus et de mobilisation des masses, tels des chorégraphes sur Internet, des manœuvres séquentielles et de packing à effet de cadrage dans le découpage électoral ont été mobilisées de manière à, non seulement orienter les suffrages, mais surtout rationaliser les interventions des acteurs dans le marché électoral, excluant au passage des composantes importantes, pourtant disponibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des territoires concernés. On aura employé une méthode dite du va-vite, pour arriver au oui majoritaire obtenu lors de ces consultations. Ainsi, l'ONU et les anciennes puissances tutélaires apparaissent-elles au cœur de ces manœuvres. Dans ce contexte aux conséquences durables, il nécessite de restaurer les faits historiques sur le sujet. Illustration à l'appui, il ressort que le découpage électoral effectué au cours de ce référendum est en partie à l'origine des revendications sécessionnistes actuelles. Faut-il refaire l'histoire pour le corriger ? Sans prétendre y apporter une réponse, la question restera posée. En bout de ligne, on aboutit à la relativisation démocratique des référendums onusiens organisés sur le sol africain. Les séquences de décolonisation en Afrique ont connu des acteurs divers et variés dont la lutte avait pour objectif final l'indépendance à tout prix. Le nationalisme camerounais face à l'invasion extérieure s'est regroupé aux côtés d'un acteur de poids, l'Union des populations du Cameroun. Seul parti national à l'intérieur et populaire à l'extérieur, l'UPC a supporté à elle seule la cohorte des revendications de libération du Cameroun par les puissances impérialistes qui y étaient installées. L'ONU, par conséquent, a servi de souffre-douleur en réceptionnant les différentes pétitions émises par les responsables politiques de cette organisation. Dans leurs réflexions,
Gilda Sigornum Boutetam et Démonster Ferdinand Koukam s'emploient à démontrer l'apport de l'UPC dans la libéralisation du Cameroun à travers ses actions menées auprès de l'organisation internationale. En s'appuyant sur les éléments de sociologie, d'histoire et de communication politique, se déclinent les moyens de lutte employés par l'UPC en dépit de l'influence des autorités françaises au Cameroun. Autrement dit, on se trouve obligé de saluer la bravoure et le courage des dirigeants de cette formation politique qui ont mené une lutte interne, ont engagé les membres de la diaspora, les États membres des organisations internationales en réussissant à internationaliser le problème camerounais. Malgré l'acharnement ayant conduit au maquis des dirigeants, l'action de l'UPC a finalement conduit le Cameroun à atteindre son autonomie interne. Afrique de l'indépendance, Afrique de ses héros, tel est le synonyme possible de la contribution de Clotaire Messi-Minang qui met en relief l'œuvre de Léon Mba, considéré héros de l'indépendance du Gabon, 1922 à 1960. Cette figure fait partie des acteurs africains ayant contribué significativement, tout au moins au discours de proclamation des indépendances. Il est vrai que cet acteur est présenté comme un frustré, un révolté de la politique coloniale de la France en Afrique. Sa biographie élaborée montre à suffisance un combattant complètement détaché du reste de la communauté gabonaise. Car, il est issu d'une lignée des privilégiés. Ce qui va concourir à l'élever auprès des maîtres français. Seulement, il saura saisir cette opportunité pour manifester son mécontentement vis-à-vis des serfs imposés par la France. Sans se rendre compte, la France fera de Léon Mba un allié pour programmer un simulacre d'indépendance. Dans quelle mesure pourrait-on le considérer comme un héros national ? Cette question somme toute pertinente reste posée dans ces postures quelque peu mitigées de la figure gabonaise. Cette réflexion évoque également la problématique des indépendances inachevées des territoires africains. À partir des histoires de vie, des autobiographies, des témoignages récoltés auprès de certains acteurs, on observe des limites des indépendances accordées à l'Afrique à travers le jeu de ses intervenants. La manipulation qu'ils ont subie du colon laisse penser que l'indépendance était cette espèce de cadeau empoisonné. Ce qui pourrait justifier le retard de l'Afrique au décollage, en vue d'une stabilité économique. À l'heure où la reconnaissance nationale des acteurs principaux de l'histoire du Cameroun est en question, Pierre-Francis Mépongo Fouda fouille dans les profondeurs de l'Est Cameroun pour ressortir l'action des chefs locaux face à l'invasion allemande. Il s'agit de ramener au grand jour le sujet sur les héros qui ont marqué l'histoire de la libération du Cameroun. Loin d'une civilisation de l'écriture, les points de résistance de ces chefs ont vite été oubliés. Dans ce travail de fourmi auprès des garants de l'histoire ancestrale de cette région, on voit ressusciter des nationalistes de poids qui ont combattu pour la survie du Cameroun dans ses traditions et ses cultures. Il en découle d'ailleurs les actions menées pour pouvoir faire face au diktat allemand. Des stratégies de guerre assez impressionnantes font de ces chefs l'émanation d'une émancipation qui n'avait rien à envier aux grandes armées. Dans un style simple et descriptif, il est retracé le parcours des chefs qui ont pu tenir tête dans le processus de conquête de territoires par les Allemands. Cet itinéraire s'est appuyé sur un modèle théorique basé sur la recherche bibliographique et sur la confrontation des documents. En définitive, il est question de réinterroger l'histoire dans son ensemble sur un certain nombre d'oublis qui font des personnes actuelles des acteurs ignorants des fondements même de l'identité nationale, des notions et des acteurs du nationalisme camerounais. Il y a donc lieu de rentrer dans la fouille du Cameroun profond, pour tenter de déterrer les pages glorieuses de l'histoire à travers ces grands hommes, tels que le relève l'histoire ignorée. L'Afrique animiste, face à la raison occidentale, reste la plus perdante de ses repères. À défaut de se consolider, elle a atteint la phase finale dans le processus d'occidentalisation. L'hybridisme en vigueur dans les sociétés africaines continue de susciter des interrogations au sein de la classe intellectuelle. Serait-il possible de reconstruire le riche patrimoine socio-culturel africain au moment où les mœurs tendent vers un reniement de sa propre identité ? Tel est le principal axe de réflexion objet de la contribution de Roland et Hickey. Car en se fondant sur une confrérie dont la puissance est témoignée de tous, la lanterne des autres Africains est éclairée sur le poids de la colonisation dans la culture locale. Certainement,
Dans les pratiques endogènes, l'on pouvait souligner des atrocités tendant vers les violations de la dignité humaine et des droits de l'homme. Cependant, il est tout aussi utile de reconnaître qu'elles furent des éléments régulateurs de la vie en société. On n'aurait peut-être pas eu besoin de créer des instances de justice que l'on réprime aujourd'hui, car la confrérie NG l'accent aigu en proposait déjà une justice marquée par son impartialité déclarée. En clair, les conséquences de la confrontation culturelle entre l'Occident et l'Afrique laissent la culture locale dans une déconstruction totale de son identité. Le concept de déculturation est mobilisé pour ressortir la gravité de cette rencontre. Faut-il revenir à la case départ ? Comment reconsidérer ces acquis perdus par la rencontre avec les autres peuples ? Au moins, les Africains sont rassurés de leur capacité à s'autogérer, à entreprendre pour un avenir meilleur. Si le développement tant rêvé peut prendre cette voie, il y a donc lieu d'en prendre conscience. L'une des principales méthodes d'intimidation de l'Afrique actuelle s'appuie sur le fait que ce territoire camerounais a reçu son autonomie seulement au cours des années 1960. Par conséquent, on parle des nations jeunes qui n'auraient pas d'expérience et qui nécessairement doivent continuer à être allaitées à la mamelle du colonisateur. Pourtant, l'histoire reconnaît l'Afrique non seulement comme le berceau de l'humanité, mais aussi comme ayant connu des personnages légendaires qui ont écrit les belles pages de son histoire. C'est le cas de Tacfarina qui constitue le principal objet dans la contribution d'Eliane Buendia. Il s'agit de reconstituer l'image de l'Afrique dans le concert des nations, en évitant l'exclusion qu'on lui accorde sous le fallacieux prétexte d'un continent jeune. Une histoire assez lointaine exemplifie les relents de conquête des Africains. Témérité, audace, force, courage, détermination, persistance dans la lutte de libération transparaissent des habitudes de Tacfarina des périodes dites antiques. Eliane Buendia choisit de prendre appui sur ce personnage pour retracer la volonté inhérente de l'Afrique de résister à toute oppression, et surtout de se soustraire au joug de la dépendance. Dans un style narratif et descriptif, il ressort les points majeurs ayant consacré la révolution des Moussoulams face à l'occupation romaine. Aussi, apparaît-il des éléments pouvant servir de preuve d'audace et de hardiesse dans la pensée africaine. L'indépendance, malgré qu'elle ne soit pas encore totale, reste le principal champ de bataille de ce continent. Depuis la conférence de Brazzaville, la France s'est obligée de revoir sa stratégie de domination sur le continent africain. Car cette puissance colonisatrice, ayant fort remarquablement noté l'éveil de conscience qui se manifestait chez certains Africains, va complètement revoir son plan d'annexion des territoires francophones acquis lors de la sauvage colonisation. Comme des petits pains et à la surprise générale, l'on proclamera la majorité des indépendances en 1960 en imposant des dirigeants locaux à la solde du gouvernement français. Des moyens de stigmatisation de tous les opposants éveillés seront mis en place ayant pour objectif de les contraindre à coopérer. La réflexion de Thomas Magloire-Tanier s'inscrit dans la logique de l'inachèvement des ambitions de libéralisation de l'Afrique en général et de la région des Grands Lacs en particulier. Pour démontrer le poids du néocolonialisme qui pèse sur l'Afrique, on constate des stratagèmes empruntés par l'Occident pour pérenniser sa domination sur l'Afrique. L'une des plus virulentes est d'amener les Africains à nier leur identité et de les forcer à s'occidentaliser. À partir d'une démarche transdisciplinaire, les contributeurs ont œuvré à enlever le voile qui couvre la visibilité des Africains face au machiavélisme occidental dans le projet de faire de l'Afrique des subalternes de l'humanité. Il devient par conséquent urgent et impératif de conscientiser le plus grand nombre, afin de poursuivre la conquête d'une réelle autonomisation de la vie en Afrique. Bibliographie indicative. Batibonac S. et Batibonac P. 2019, Le Cameroun et ses anciennes puissances tutélaires, Yaoundé, mon ange. Footsop, CR et Dongmo Tsobeng, A. 2019. Pour une Fumba 2, Les incongruités de la conférence de Fumban de 1961, Yaoundé, mon ange. Michel, Monsieur, 1999, Une décolonisation confisquée ? Perspective sur la décolonisation du Cameroun sous tutelle de la France 1955 à 1960. Revue française d'histoire d'outre-mer 86 324 à 325, pp 229 am 258. Document officiel. Charte de l'Atlantique, 14 août 1941.
Charte de l'Organisation des Nations Unies, 1945. Résolution 1514-15 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960. Résolution A2 1184-21 du 12 décembre 1966 sur les territoires administrés par le Portugal. Résolution A2 1270-22 du 17 novembre 1967 sur les territoires administrés par le Portugal. De la responsabilité de la SDN et de l'ONU dans les indépendances africaines, Responsibility of the League of Nations and the UN in African Independence. Les conflits de décolonisation en Afrique, élément d'explication d'une impuissance de l'ONU, Decolonization Conflict in Africa, Explanations of un Powerlessness, Bakary Traoré. Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Résumé. Cette étude aborde le problème des derniers territoires africains encore sous domination coloniale. Si les territoires d'Afrique portugaise ont acquis leur indépendance par la lutte armée dans les années 1970, la Namibie a dû attendre l'apaisement des tensions internationales tandis que l'Organisation des Nations Unies, ONU, peine encore à organiser un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental. Il s'agit donc ici de comprendre l'impuissance de l'ONU dans ces cas de décolonisation. Ainsi, après avoir analysé ses actions, l'étude évoque les raisons de sa marginalisation dans le processus d'autodétermination de ces territoires. Mots-clés: décolonisation, autodétermination, indépendance, ONU. Abstract. This study addresses the problem of the last African territories still under colonial domination. While Portuguese territories of Africa gained independence through armed struggle in the 1970s, Namibia had to wait for the international tension easiness while the UN is still struggling to hold a self-determination referendum for Western Sahara. It is thus here to understand the impotence of the UN in these cases of decolonization. Thus, after analyzing its action, the study discusses the reasons for its marginalization in the process of self-determination of these territories. Keywords: decolonization, self-determination, independence. 1. Introduction. Le problème colonial a vite été un sujet de préoccupation de l'ONU dès sa création le 24 octobre 1945. Le chapitre 11 de sa charte énonce les principes qui doivent guider son action en matière de décolonisation. Au nombre de ces principes, figure le respect de l'égalité de droit et la libre détermination de tous les peuples sans distinction de sexe, de langue, de race ou de religion. Mais en réalité, l'ONU ne pouvait faire appliquer les différentes mesures annoncées dans sa charte, car elle n'avait aucun pouvoir de décision réel face aux puissances qui administraient l'ensemble de ces territoires. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est d'avoir offert une tribune à un moment donné aux mouvements anticolonialistes. La majorité des territoires qui ont accédé à l'indépendance de 1945 à 1960 ne l'ont pas été suite à une action particulière des Nations Unies. L'ONU n'est active qu'après la vague d'indépendance des années 1960, surtout quand l'Assemblée générale adopte la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples. Cette déclaration affirme que la colonisation est contraire à la charte et souligne le droit à l'autodétermination de chaque peuple, et demande en conséquence l'indépendance complète de tous les territoires coloniaux. Elle réclame de ce fait des mesures immédiates pour leur transférer tous les pouvoirs sans aucune condition. Pourtant, des territoires non encore autonomes ont dû mener de longues luttes de libération nationale qui les ont opposés aux différentes puissances administrantes. Il en est ainsi de l'Algérie, des anciennes colonies portugaises Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert, de la Namibie et du Sahara occidental dont le conflit avec le Maroc perdure depuis la moitié des années 70. À partir du moment où ces puissances coloniales sont membres des Nations Unies, comment expliquer leur opposition à l'application des mesures prises par les instances onusiennes, en vue de solder le passif colonial au point de s'affronter militairement avec les mouvements de libération nationale? La réponse à cette question essentielle constitue l'épine dorsale de cette contribution dont l'objectif est de comprendre la marginalisation et l'impuissance de l'organisation internationale dans la résolution des conflits de décolonisation. Ainsi,
Les informations recueillies et analysées à partir des sources onusiennes ont permis de montrer les actions de l'ONU en matière de décolonisation dans les territoires non encore autonomes après la vague d'indépendance des années 60. Dans les faits, il se dégage un constat d'impuissance relevé dans le premier axe de cette contribution. Les raisons d'une telle situation ont été évoquées quant à elles dans le second axe. Analyse des actions de l'ONU en matière de décolonisation sur le continent africain, un constat d'impuissance. L'analyse de ces actions porte sur un certain nombre de territoires dans lesquels les mouvements anticoloniaux ont engagé la lutte armée avec les puissances occupantes, afin d'obtenir leur indépendance. Ces territoires deviennent indépendants dans le courant des années 1970 à l'exception de la Namibie, qui accède à l'indépendance en 1990 et du Sahara occidental dont le processus d'autodétermination reste jusque-là bloqué. L'ONU et la question algérienne. Le règlement de la question algérienne est antérieur à la mise en place du comité de décolonisation. Cette question devait en principe faire réagir l'ONU, mais ce ne fut pas le cas. Le conflit en cours en Algérie de 1954 à 1962 n'a jamais fait l'objet de discussion au Conseil de sécurité. Il est vrai qu'il a été évoqué, à chaque session de l'Assemblée générale depuis 1955, mais les débats n'ont abouti qu'à des résolutions modérées. Le mérite qu'on pourrait lui reconnaître est d'avoir fait admettre le concept de décolonisation au regard de la résolution du 19 décembre 1960. Celle-ci reconnaissait le droit du peuple algérien à la libre détermination et à l'indépendance, RE accent aigu S. À 1573-15, paragraphe 1. Elle réclamait la nécessité impérieuse de garanties adéquates et efficaces pour s'assurer que le droit de libre détermination sera mis en œuvre avec succès et avec justice sur la base du principe de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'Algérie. Ibidem, paragraphe 2. En outre, elle attribuait à l'ONU la responsabilité de contribuer à ce que ce droit soit mis en œuvre avec succès. Ibidem, paragraphe 3. L'ONU et la décolonisation des territoires portugais d'Afrique. Pour ce qui est des territoires portugais d'Afrique, l'ONU avait commencé à examiner leur situation dès le début des années 1960, et s'en est vivement préoccupée quand les mouvements anticolonialistes ont déclenché la lutte armée. Leur situation est examinée par le Comité de décolonisation, à partir de 1962 pour ce qui est de l'Angola et du Mozambique. Ces territoires concernent pourtant l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et Sao Tomé et Principe qui ont acquis leur indépendance dans le courant des années 70. Au cours de ces sessions d'août et de septembre, des projets de résolution semblables sont adoptés et le rapport de la session est soumis à l'Assemblée générale, document A5238. Celle-ci, après l'avoir approuvé, invite le Portugal à reconnaître immédiatement le droit des peuples qu'il administre à l'autodétermination et à l'indépendance. Elle lui demande de procéder sans condition à la libération de tous les prisonniers politiques, de cesser tout acte de répression, et de retirer toutes ses forces militaires de ces territoires. Elle lui recommande d'engager des négociations avec les mouvements représentatifs des peuples coloniaux, sur la base de la reconnaissance du droit à l'autodétermination, et d'accorder immédiatement l'indépendance, RE accent aigu S. À 1807-17. Plus tard, elle condamne la guerre coloniale menée par le Portugal en Angola et prie les États membres d'user de leur influence pour obtenir que le Portugal se conforme à l'esprit de la déclaration. Enfin, elle implore le Conseil de sécurité d'envisager les mesures appropriées pour que celui-ci se conforme à ses obligations d'État membre de l'ONU, RE accent aigu S. À 1819-17. Le Conseil de sécurité n'est saisi qu'en juillet 1963, après l'échec des premières négociations entre le Comité et Lisbonne. Celui-ci adopte à sa séance du 31 juillet 1963 la résolution 180-1963, qui reprend l'essentiel des résolutions de l'Assemblée générale à sa session de 1962. Au cours de sa session de 1963, le Comité avait envoyé une délégation à Lisbonne et dans les territoires occupés. Celle-ci était chargée d'obtenir l'engagement du Portugal à accélérer le processus de décolonisation des territoires coloniaux. Un refus a suivi,
car il considérait que le comité était incompétent pour discuter de cette question. Il souhaitait au contraire la tenue de réunions avec les pays africains voisins de ces provinces, afin de garantir des relations de bon voisinage. Insatisfait, le comité a saisi le Conseil de sécurité sans faire mention de sanctions. La résolution qui en est issue est rejetée par le Portugal, qui invite plutôt le secrétaire général des Nations Unies à se rendre à Lisbonne pour des discussions. Celles-ci n'aboutissent à aucun résultat, tout comme les résolutions de l'Assemblée générale à sa session de 1963 et du Conseil de sécurité, qui n'invoquent toujours pas de sanctions à l'encontre du Portugal, RE***S. À 1913-18. La discussion sur la situation de ces territoires est restée bloquée pendant plusieurs années à l'ONU, et ce, malgré le durcissement des positions du comité spécial et la pression des États africains et des pays socialistes. Dans le même moment, on assiste à une intensification des combats dans les colonies portugaises quand le comité accuse les intérêts économiques étrangers d'être à la base du raidissement de la position du Portugal à l'égard de ces colonies. D'autres résolutions sont votées par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, mais qui n'apportent rien de nouveau, en dépit de l'accusation du Portugal pour crimes contre l'humanité. Le comité commence à s'essouffler en raison des divergences de vues qui opposent ses membres, et aussi, en raison du manque de mesures énergiques de la part du Conseil de sécurité. Les instances onusiennes semblent soit clémentes à l'égard du Portugal, ou encore se heurtent à sa détermination de ne rien céder. Même le changement de régime à Lisbonne en 1968, qui les avait fait espérer un moment, n'a pas entraîné un changement de politique du Portugal à l'égard de ses colonies. Le régime instauré par Marcelo Caetano se durcit malgré la désapprobation par la population portugaise de la guerre menée dans les colonies. Renforçant donc sa présence militaire et bénéficiant du soutien tacite de ses alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, le Portugal a maintenu le statu quo colonial jusqu'à la veille des années 70. Les condamnations de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité contenues dans de nombreuses résolutions n'ont en rien changé l'attitude de fermeté du Portugal à l'égard de ses colonies. Les résolutions votées entre 1970 et 1975 comme les appels répétés de la communauté internationale n'ont pas eu une incidence sur la politique coloniale portugaise. L'indépendance de ces territoires fait suite à la ténacité des mouvements de libération nationale qui, dans leur majorité, ont fait échec à l'option militaire telle qu'envisagée par Lisbonne. Ainsi, en 1973, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, contrôlant la totalité du territoire, proclamait l'indépendance de la Guinée-Bissau. L'arrivée au pouvoir du général Spinola à la suite du renversement du gouvernement Caetano va donner un coup d'accélérateur au processus de décolonisation. Le Mozambique, l'Angola, le Cap-Vert et Sao Tomé et Principe recouvrent leur indépendance dans le courant 1975. Il se dégage alors un constat d'échec de l'ONU dans le processus de libération des territoires sous domination portugaise. Ce même constat est observable dans le cas du Sud-Ouest africain qui devient plus tard Namibie. L'ONU et le problème namibien. Pendant près de 3 décennies, les Nations Unies se sont heurtées à l'intransigeance de l'Afrique du Sud qui avait reçu mandat de la SDN pour administrer le territoire du Sud-Ouest africain qui devient en 1968 Namibie. L'Union sud-africaine avait entrepris d'élever au rang de 5e province le territoire du Sud-Ouest africain, et pour ce faire, elle encourageait l'implantation de ses colons dans le territoire et appliquait par la suite des lois ségrégationnistes. Cette politique a été dénoncée par l'Assemblée générale qui lui recommandait depuis 1946 de placer sous régime international de tutelle le territoire du Sud-Ouest africain. Elle l'invitait à lui soumettre un accord de tutelle au sujet de ce territoire. Malgré les avis consultatifs de la Cour internationale de justice et de la révocation de son mandat sur le territoire en question, et en dépit de la condamnation du Conseil de sécurité, SRES 301, l'Afrique du Sud n'a jamais accepté la solution proposée par l'ONU. La résolution 385 de 1976 proposait des élections libres sous la supervision et le contrôle par les Nations Unies pour toute la Namibie, en tant qu'unique entité politique, SRES 385.
Mais elle n'a été appliquée qu'à la veille des années 90, c'est-à-dire à la fin de la guerre froide. Il en est ainsi de la proposition de règlement de la question namibienne, IBIDEM, approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 435 du 28 septembre 1978. Ainsi, les consultations engagées depuis le milieu des années 80 ont abouti à une série d'accords en 1988. Le premier signé à Genève entre l'Angola et Cuba prévoyait la cessation des hostilités à partir du 10 août 1988, le redéploiement et le retrait des soldats cubains. Le second accord signé à New York le 22 décembre 1988, S20346, est la réaffirmation du protocole d'accord de Brazzaville du 14 décembre, S20345. Ces accords ont été négociés en dehors du cadre onusien et ont été possibles grâce au rapprochement entre les anciens adversaires de la guerre froide. Leur ferme détermination a permis de débloquer le processus de décolonisation de la Namibie, seulement 10 ans après la solution proposée par l'Organisation mondiale. L'ONU est restée en dehors de ce processus de négociation, qui a abouti à la fin des conflits en Afrique australe et au démarrage du processus de décolonisation de la Namibie. De même que devant l'Afrique du Sud, elle sera confrontée depuis la moitié des années 70 à l'hostilité du Maroc pour l'organisation du référendum d'autodétermination du Sahara occidental. L'ONU et la question du Sahara occidental. Depuis 1965, l'ONU demandait à la puissance administrante qu'est l'Espagne de prendre les mesures nécessaires pour la libération de la domination coloniale du territoire du Sahara espagnol, SRES 218. Cette résolution respectait l'esprit de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, RE*S. A 1514-15. L'Assemblée générale devait lui emboîter le pas en invitant par la résolution 2229 du 20 décembre 1966, l'Espagne à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara occidental et en consultation avec les gouvernements marocains et mauritaniens, et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum qui sera tenu sous les auspices des Nations Unies, afin de permettre à la population autochtone des territoires d'exercer librement son droit à l'autodétermination, RE*S. A 2229-21. 4 ans plus tard, elle lui rappelait ses responsabilités et ses obligations en reconnaissant la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et au libre choix et prie tous les États de leur apporter toute l'aide nécessaire, RE*S. A 2711-25. Depuis lors, les Nations Unies ne cessaient de rappeler le droit inaliénable de la population du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance, RE*S. A 3162-28. Mais les actions onusiennes vont plus tard se heurter aux convoitises marocaines et mauritaniennes sur le Sahara occidental. En effet, ces deux pays avaient saisi l'Assemblée générale des Nations Unies lui demandant de solliciter de la Cour internationale de justice, CIJ, un avis sur le statut du territoire avant la présence européenne, RE*S. A 3292-29. Dans son verdict du 16 octobre 1975, la CIJ rejetait les revendications marocaines et mauritaniennes et réaffirmait pour le Sahara occidental le droit à l'autodétermination, CIJ 1975/12. Le Maroc occupa de force le territoire bien avant le retrait officiel de l'Espagne, et même avant la publication du rapport du secrétaire général. Les appels incessants du Conseil de sécurité n'ont pu influencer la politique marocaine au Sahara occidental, RE*S. A 3458 XXX. Quand l'Espagne se retire du Sahara occidental en février 1976, les combats éclatent entre le Front Polisario et les forces d'occupation marocaines et mauritaniennes. L'Espagne s'était retirée sans pouvoir organiser le référendum d'autodétermination, comme recommandé par les Nations Unies. Ce qui n'empêcha pas le Conseil national sahraoui de proclamer la République arabe sahraoui démocratique, RASD, le 27 février 1976. Malgré la coopération avec l'Organisation de l'Unité africaine, OUA,
l'ONU lutte depuis 1976 pour l'organisation du référendum que n'a pu organiser l'ancienne puissance colonisatrice. Elle se heurte au refus du Maroc de retirer ses troupes du territoire sahraoui, et au problème de l'identification du corps électoral qui doit prendre part au référendum sur le Sahara occidental. Jusque-là, aucune solution concrète n'est sérieusement envisageable pour l'organisation du référendum devant permettre au peuple sahraoui de s'exprimer librement. Les raisons de l'impuissance de l'ONU. La volonté de l'ONU, notamment de l'Assemblée générale et du Comité de décolonisation, de liquider la question coloniale ne fait point de doute. Ce volontarisme semble limité par les insuffisances de la charte, les intérêts en présence dans les colonies, le non-respect des décisions onusiennes et la faiblesse du front anticolonial. Les limites liées à la charte. Le respect de la souveraineté des États membres et la non-ingérence dans leurs affaires politiques intérieures ont été élevés au rang de principes sacro-saints de l'Organisation mondiale dès sa création en 1945. C'est sur la base de ces principes que se sont fondées les relations entre les États au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils constituent la base même de l'ossature du nouveau système de sécurité collective instauré par la Charte onusienne. En principe, les différends internes aux États ne peuvent être soumis à l'ONU car relevant de leurs compétences nationales. Or, ces conflits ont eu des conséquences qui dépassent largement le cadre des frontières étatiques au sein desquelles ils se produisent, menaçant de fait certaines sous-régions entières en Afrique. Mais étant donné qu'ils ont lieu à l'intérieur des États, l'ONU se trouve en mauvaise posture de réagir si l'on se réfère à la charte qui régit son fonctionnement. La paix et la sécurité internationale, qu'elle dit défendre dans son préambule, sont celles des États qui mettent en exergue leur souveraineté. Face à de telles situations, la norme onusienne est la non-intervention, car l'ONU n'est point autorisée à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Encore moins n'oblige-t-elle les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement de la Charte, article 33. Cette souveraineté du point de vue juridique relève de la responsabilité exclusive dont jouit tout État sur la gestion de ses propres affaires internes, principe consacré par la Charte des Nations Unies, article 2. Or, au nom de celle-ci, la France a toujours considéré la question algérienne comme une affaire interne, donc relevant de sa compétence. Voici en substance la position et la réaction de la France quand elle est accusée de mener une guerre coloniale en Algérie. L'Algérie annexée depuis 130 ans est, au regard du droit interne français, un territoire français et les difficultés que la République française peut connaître sur une partie de son sol relèvent de sa seule compétence. Dans ces conditions, il n'y a pas en Algérie de guerre, mais seulement une insurrection à main armée contre laquelle luttent les forces de l'ordre et qui relève de la justice française. Au regard du droit des gens, le gouvernement provisoire de la République algérienne ne peut prétendre à la reconnaissance, car il ne remplit aucune des conditions prévues par une pratique internationale bien établie. Le GPRA est pour le gouvernement français l'organisation extérieure de la rébellion, Flory 1960/973. Cette position traditionnelle de la France sur le statut juridique de l'Algérie n'a pas changé. Les départements nord-africains sont toujours partie intégrante de la République française, et les Algériens sont des citoyens français à part entière. Pour elle donc, l'ONU demeure incompétente pour statuer sur le sort de l'Algérie. Il est vrai que suite à la pression du groupe des pays afro-asiatiques, la question algérienne a souvent été inscrite à l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée générale, mais concrètement la France n'a jamais été sanctionnée par une résolution onusienne sur son aventure coloniale, en Algérie. En clair, la situation en Algérie est un cas classique où un membre permanent du Conseil de sécurité est impliqué. Ce qui explique que la question n'ait pas été débattue au sein de l'instance suprême des Nations Unies qui craignait d'être bloquée par un veto français, Bertrand, 1994/36. Par ailleurs, l'ONU a souvent été incapable d'imposer ses vues aux acteurs de certains conflits de décolonisation. Il en est ainsi de l'opposition du Maroc à l'organisation du référendum tel que prévu dans son plan de règlement, S 1990-21-1360. En effet, il a été confié à la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO,
la conclusion du contentieux sahraoui entre le royaume chérifien et le Front Polisario. À ce titre, cette mission devait surveiller la cessation des hostilités, procéder à l'identification des votants et organiser le référendum d'autodétermination. Cependant depuis lors, cette mission n'est pas en mesure d'exécuter son mandat et le principal point de blocage demeure la définition du corps électoral dont les critères ne permettraient pas au Maroc de remporter l'issue du vote. L'ONU est incapable de trouver une solution politique juste et mutuellement acceptable à ce vieux conflit du Sahara occidental, et la situation reste donc bloquée. Il faut noter que depuis la saisine de l'ONU, le dossier du Sahara occidental est examiné dans le cadre du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Intitulé « Règlement pacifique des différends », ce chapitre montre au paragraphe 1 de son article 3 la ligne directrice de résolution des conflits qui privilégie la négociation, le dialogue, la médiation et le règlement judiciaire si la situation n'est pas de nature à ébranler la sécurité internationale. Les efforts de résolution inscrits dans ce chapitre conduisent les Nations Unies à jouer le rôle d'arbitre plutôt que de s'imposer. L'exigence d'un consensus et le fait que l'ONU se soit abstenue d'imposer son arbitrage ont dans les faits doté le Maroc d'un pouvoir de veto, et celui-ci a pu l'utiliser comme il le voulait. Cela suppose donc qu'il y a nécessité de dépasser le chapitre 6, afin d'inciter les parties à accepter les décisions onusiennes. Dans ce cas, elle aurait recours au chapitre 7 de sa charte. Ce chapitre intitulé « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de paix et d'actes d'agression » est relatif au recours à la force pour régler le différend en cas de menace pour la paix. L'incompréhension est que ce conflit, non loin de menacer la sécurité internationale, est toujours réglé dans le cadre du chapitre 6. Pourtant, ce dernier est exempt des possibilités de sanctions de la part des Nations Unies. Le Conseil de sécurité s'est ainsi limité à des recommandations. Dans une telle configuration, la responsabilité du règlement revient aux parties. Au regard de l'enjeu du différend, aucune partie ne transige sur sa position. On le voit depuis l'échec du projet référendaire et la recherche d'une solution mutuellement acceptable. Même si les parties ont accepté de se voir et discuter sur les questions fondamentales du statut final du Sahara occidental et des moyens de parvenir à l'autodétermination des peuples du territoire, aucun progrès n'a été enregistré. En fait, les Nations Unies voudraient que l'une des parties accepte la proposition de l'autre comme base de négociation, c'est-à-dire le Polisario devrait accepter que les négociations portent sur le plan d'autonomie du Maroc, ou que ce dernier accepte l'autodétermination dans le sens de l'indépendance proposée par le Polisario. Mais vu les efforts fournis par les parties pour en arriver là, ce souhait paraît illusoire. Prenant conscience de ces limites liées à la charte, les puissances coloniales n'ont souvent pas jugé utile d'appliquer les décisions arrêtées par l'ONU contre leurs activités dans les territoires sous leur domination. Le non-respect des décisions onusiennes. Le Maroc, le Portugal et l'Afrique du Sud ont constamment refusé l'application de résolutions onusiennes qui verraient une évolution politique dans les territoires sous leur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.